Donc reprenons le cours d'optique géométrique au niveau du chapitre 4 qui traite des lentilles minces. Une lentille mince, une lentille de façon générale, c'est quoi? En fait, vous prenez un bloc de verre que vous taillez, que vous découpez d'une façon particulière, à savoir, bon, ce que je représente sur cette figure, c'est un bloc de verre en bleu avec des surfaces d'entrée et de sortie de forme sphérique. Donc il s'agit de dioptre, c'est une lentille qui est en fait déposée, installée dans l'air, avec un dioptre D1 de centre C1 et de sommet S1, et le bloc de verre est d'indice N. Bien évidemment, le dioptre D2 et d'indice vont être plutôt de centre C2 et de sommet S2. Et bien évidemment, l'axe optique de ce système, donc de cette lentille, c'est l'axe qui passe par S1, S2. Bon, à ce niveau-là, au niveau du centre donc, de l'axe optique, l'épaisseur de la lame, c'est la distance entre les deux sommets S1 et S2, donc qui est noté ici petit e. Et au niveau des bords, l'épaisseur est notée A. Et nous allons voir que justement selon, ici je représente tout simplement le rayon en bleu, le rayon de courbure du dioptre D1, donc c'est tout simplement S1C1. Et là, c'est plutôt le rayon de courbure du dioptre D2, donc C2, S2. Bon, ici selon... on peut considérer donc finalement une lentille comme tout simplement l'association de deux dioptres sphériques, respectivement D1 de sommet S1 et de centre C1 et D2 de sommet S2 et de centre C2. Donc les surfaces sphériques des deux dioptres délimitent donc ce milieu d'indice N qui est plongé dans l'air. Bon, comme j'ai signalé tout à l'heure, l'axe optique de cette lentille, c'est tout simplement la droite qui passe par à la fois C1, C2 ou S1 et S2. Donc, à ce niveau-là, on peut voir qu'il y a, en fonction des valeurs de A et de E, il y a deux types de lentilles. D'accord? Il y a les lentilles à bord mince, pour lesquelles petit a est plus petit que E, d'accord? Elles ont cette forme-là, par exemple, une lentille biconvexe, c'est une lentille dont les bords sont plus fins que, je dirais, le centre de la lentille. Une plomb convexe, c'est la même chose. Et un ménisque convergent, c'est aussi une lentille dont les bords sont plus fins que, je dirais, le centre de la lentille. Et justement, nous allons voir par la suite que ce type de lentilles, eh bien, sont convergentes. Maintenant, si je prends le cas, je dirais, où petit a est plus grand que petit e, eh bien, dans ces cas-là, nous avons ce qu'on appelle des lentilles à bord épais, et dans les caractéristiques, sont qu'elles sont divergentes. D'accord? Maintenant, j'ai introduit la notion de lentille, et le cours que nous allons suivre s'intéresse plus particulièrement aux lentilles minces. En réalité, c'est des lentilles qui ont une caractéristique particulière, géométrique, c'est que l'épaisseur, c'est-à-dire la distance S1, S2, est très petite devant les rayons de courbure des deux dioptres. D'accord? Donc vous avez S1, S2 est beaucoup plus petite que S1, C1, S2, C2. Bon, dans ces conditions-là, on peut légitimement dire que S1 et S2 sont pratiquement confondus avec O. O sera par la suite appelé, sera tout simplement le centre optique de la lentille. Et bien évidemment, une caractéristique très importante dès à présent, on peut dire que tout rayon passant par le centre optique d'une lentille, donc le centre O, ne va pas être dévidé. En réalité, c'est comme s'il ne voit pratiquement pas la lentille, il passe sans être dévidé. D'accord? Bon, de la même façon que le cours que nous avons suivi, aussi bien pour le miroir sphérique et le dioptre sphérique, pour caractériser un système optique, il faut bien évidemment étudier la relation de conjugaison de ce système.
Et bien évidemment, on va l'étudier dans les conditions de Gauss parce que, comme j'ai dit, ce système lentille peut être considéré comme l'association de deux lentilles plutôt de deux dioptres sphériques qui ne sont pas rigoureusement stigmatiques. Et donc, là, ce n'est même pas la peine de chercher si cette lentille est stigmatique de façon rigoureuse, du moment qu'elle est l'association de deux sous-systèmes qui ne sont pas rigoureusement stigmatiques. Et c'est pourquoi nous devons travailler dans les conditions de Gauss. On va essayer de chercher une relation de conjugaison dans ces conditions. Donc, je prends l'exemple d'une lentille biconvexe et j'essaie de voir comment un objet petit a envoyant un rayon lumineux, eh bien, quel est le trajet du rayon à la traversée de cette lentille. Bon, ici, je reprends le même raisonnement que celui que nous avons effectué dans le cas d'un dioptre sphérique. Bon, pour savoir un petit peu ce qui se passe, il faut que je trace la normale au niveau du point, je dirais, I, qui est le point d'incidence. La normale, bien sûr, par rapport au dioptre D1, va passer par le centre C1. Bien évidemment, le rayon, sachant que le rayon arrive d'un milieu d'indice 1, l'air, pour rentrer dans un milieu d'indice N, généralement, bien évidemment, supérieur à 1, le rayon va avoir tendance à se rapprocher de la normale, respectant bien évidemment la troisième loi de Descartes, N1 sinus 1 égale N2 sinus 2. Et voilà, le rayon qui va rentrer dans la lentille, le rayon IJ, en fait, si je trace son support, il va couper l'axe optique au niveau d'un plan A1, qui est tout simplement l'image de A à travers le premier dioptre, d'accord? Et en réalité, pour le deuxième dioptre, le rayon IJ semble provenir de A1. Et pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de J, je procède de la même manière. Je trace en fait la normale qui passe par le centre de ce dioptre, donc C2. Et dans ce cas-là, sachant que le rayon va sortir d'un milieu d'indice N vers un milieu d'indice inférieur, le rayon va avoir tendance à s'éloigner de la normale et il va couper l'axe optique au niveau du point A'. Et là, je peux dire que le dioptre D1 va donner de l'objet A une image A1, d'accord? C'est une image virtuelle parce que située dans l'espace image virtuelle. Cette image va jouer le rôle d'un objet réel par rapport au dioptre D2. Et finalement, ce dioptre D2 va donner une image de cet objet réel maintenant, une image finale A', qu'on peut considérer comme étant l'image de A1 à travers D2. Et donc A1, on peut le voir également comme étant l'image de l'objet A à travers toute la lentille. Et donc, ici, je reprends les relations de conjugaison relatives aux deux dioptres D1 et D2. Ici, je rappelle la relation de conjugaison par rapport au sommet, d'accord? Et je vais l'appliquer au niveau du dioptre D1, dioptre sphérique D1. Donc l'indice du milieu 2, c'est N, l'indice N1, c'est 1, et bien évidemment ici je remplace S par O, qui est le centre optique de la lentille, d'accord? Donc voilà comment s'écrit la relation de conjugaison relative au dioptre D1. Je fais la même chose pour le dioptre D2, et cette fois-ci, N2 est égal à 1, N1 est égal à N. Bon, je réécris la relation de conjugaison. Et si je fais la somme, eh bien, le terme N sur OA1 va se simplifier et je vais trouver une relation directe entre A' et A, à travers, justement, cette relation qui s'écrit de cette façon, ici. Donc, à ce niveau-là, j'ai une relation qui me permet de déterminer la position de A' en fonction de celle de l'objet A. Et si vous regardez le terme, ce terme-là, vous avez ici les rayons de courbure du dioptre D1, ici le rayon de courbure du dioptre D2, et bien évidemment ici l'indice du milieu donc de la lentille. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison d'une lentille mince. D'accord?
Bon, ici, de la même façon que ce que nous avons réalisé pour les foyers, en fait, pour les systèmes sphériques que sont le dioptre et le miroir, bon, je vais introduire la notion des foyers, objets, images et de la distance focale. Bon, les définitions ne changent pas dans le sens où, par exemple, pour le foyer image, eh bien, c'est tout simplement l'intersection des rayons incidents parallèles à l'axe après leur passage à travers la lentille. D'accord? En fait, c'est équivalent à mettre un objet très très loin à l'infini et de déterminer son image f'. Et pour ce faire, c'est très simple, on procède de la même manière. Ici, il suffit simplement de faire tendre OA vers l'infini. Le premier terme, 1 sur OA', 1 sur OA va tendre vers 0 bien sûr, et je peux déterminer la position de l'image d'un objet situé à l'infini, et on voit très bien que ici, cette image, bon, c'est f', avec 1 sur OF' qui est égal à n moins 1, facteur de 1 sur OC1 moins 1 sur OC2. Bien sûr, le n c'est l'indice, et mon OC1, OC2 sont respectivement les rayons de courbure du dioptre D1 et du dioptre D2, bien sûr. Bon, je procède de la même manière pour déterminer la position du foyer objet. C'est tout simplement le point d'intersection de l'axe optique pour lequel tout rayon incident passant par ce dernier émerge parallèlement à l'axe optique. C'est-à-dire en quelque sorte, en fait, ça revient tout simplement à former une image à l'infini, et le point objet correspondant, c'est ce qu'on appelle tout simplement le foyer objet. Bon, dans ces conditions-là, c'est OA' qui va tendre vers l'infini, donc c'est ce terme-là qui va s'annuler, 1 sur ce terme-là qui va s'annuler dans la relation de conjugaison. Et regardez ici, bon, ici, la position de l'objet dans l'image est située à l'infini, je vais la noter F, et là, vous allez remarquer que c'est exactement la même chose que le résultat trouvé pour F' au signe moins près. D'accord? Là encore, vous avez la position de ce foyer objet qui va dépendre tout simplement de l'indice et des rayons de courbure des deux dioptres. Bon, on remarque, et c'est ce que je viens de dire à l'instant, on remarque que OF' et O sont en valeur absolue égaux. Bon, en fait, il y a tout simplement ici un signe moins. D'accord? Il y a un signe moins entre les deux, en quelque sorte. Les foyers objets et images sont symétriques par rapport à l'axe de la lentille, c'est-à-dire par rapport au centre optique de la lentille. Bon, la distance focale est généralement définie comme étant égale à f', qui est égale à la distance entre le centre et le foyer, ici le foyer image, d'accord, qui est égal à moins au f. Ici, le f c'est le foyer objet, bien sûr. Bon, la vergence, c'est tout simplement l'inverse de la distance focale, 1 sur f'. Voilà, la formule de conjugaison classique qu'on peut retrouver pratiquement dans tous les bouquins d'optique s'écrit de façon contractée. C'est tout simplement 1 sur la position de l'image moins 1 sur la position de l'objet est égal à 1 sur f' qui est la distance focale. Bon, maintenant, on peut voir ça de façon ici schématique. Tout rayon parallèle à l'axe, d'accord, eh bien, est équivalent à un point situé sur l'axe optique à l'infini. Eh bien, tous ces rayons vont se retrouver, après leur passage à travers une lentille, vont se retrouver convergents vers le foyer image, qui est, dans ces conditions-là, un foyer image réel, parce que situé dans l'espace objet réel. En fait, la notion d'objet réel, image réelle, nous l'avons introduite précédemment lorsque nous avons étudié les dioptres, d'accord? Ici, maintenant, tout rayon passant par le foyer, objet, son image est située à l'infini, et donc forcément, le rayon, lorsqu'il va sortir à travers cette lentille, va être parallèle à l'axe. Donc voilà. Ici, maintenant, en fait, l'exemple que j'ai donné ici, c'est un exemple dans le cas d'une lentille convergente pour laquelle les foyers image et objet sont réels, parce que situés dans les espaces objets réels et l'image réelle.
Là, je donne l'exemple d'une lentille ici divergente, d'accord? Et bon, les foyers ici sont virtuels, d'accord? Vous voyez que F, ici F' est situé dans l'espace image virtuelle et bon, le point objet F est situé dans l'espace objet ici virtuel. Et donc tous les rayons qui sont parallèles à l'axe vont cette fois-ci diverger de sorte que leurs supports vont converger vers ce point que vous avez ici qui est le foyer image virtuelle. De la même façon, tous les rayons dont les supports convergent vers le foyer objet ici, eh bien l'image va se retrouver à l'infini et donc en fait de la même façon ces rayons vont diverger parallèlement à l'axe optique. Pour justement comprendre la position des foyers objets et images par rapport aux lentilles dont la forme est biconvexe, par exemple les lentilles à bord fin, je prends ici une biconvexe, eh bien je dispose ici les caractéristiques géométriques sont ce que vous regardez très bien avec ici le centre C2 qui est situé par là, le centre C1 qui est situé par là. Si j'écris l'expression de la relation qui me donne la position ici, l'inverse de la position de la distance focale, mais en particulier du foyer image, d'accord? Eh bien, je reprends la formule que nous avons établie tout à l'heure, et vous voyez très bien ici que OC1 est positif, OC2 est positif, N étant supérieur à 1, je peux très facilement montrer ici que eh bien, OF' est positif. Et donc le foyer est situé dans l'espace, dans cet espace qui est l'espace image virtuelle, c'est un foyer virtuel. De la même façon, si je m'intéresse à une lentille, cette fois-ci à bord épais, d'accord, comme ici une biconcave. Bon, je dispose ici les centres par rapport au sommet, bien évidemment en respectant la concavité. Je reprends la relation de conjugaison ici, plutôt la relation qui me donne tout simplement la position du foyer F' par rapport à O, donc qui s'écrit de la même manière. Et cette fois-ci, si vous regardez bien, vous avez OC1 qui est négatif, OC2 étant positif bien sûr, et sachant que N1 est supérieur à 1, eh bien je montre très facilement ici, sans aucune difficulté, je vais montrer que OF' est négatif. Et dans ces conditions-là, vous avez un foyer qui est situé en fait dans cet espace, l'espace image ici. Bon, F' c'est une image qui est située dans l'espace image virtuel et donc il s'agit d'un foyer virtuel. Et c'est ce qui confère le caractère divergent à cette lentille de forme justement à bord épais.